Voici mon témoignage. Chaque nuit, dès que je ferme les yeux, dès que je m'endors, je me transporte au XXe siècle, dans un lieu, en Belgique, en France ou au Luxembourg, où l'on se bat encore. Je suis un simple témoin de ces événements, et chaque nuit, une nouvelle histoire se déroule sous mes yeux. Ces voyages dans le temps, avec ces hommes et ces femmes au cœur des conflits, m'ont appris beaucoup sur leurs épreuves et leur courage. Ma voix vous guidera tout au long de ce podcast vers les images et les messages reçus au cours de ces nuits étranges et mouvementées. Je suis au chaud, confortablement installée dans un fauteuil. Autour de moi, des hommes parlent en anglais, teinté d'un fort accent américain. Mes yeux s'ouvrent. Je suis dans une belle et grande salle de l'hôtel de ville de Verdun. Les murs sont en bois, des tableaux y sont accrochés. La pièce a été transformée en quartier général des Alliés. Une table massive est posée au milieu, avec une grande carte des Ardennes dessus. Tout autour, des sièges en velours pourpre. Il y a plusieurs grands généraux que j'ai déjà vus dans les livres d'histoire. Dwight Eisenhower, qui préside l'Assemblée, les généraux Bradley et Dewars, les officiers généraux Strong et Tedder, et beaucoup d'autres. Un général américain est au centre de l'attention. Il a une 60aine d'années, les cheveux blancs, il porte des bottes de cavalerie et est armé d'un colt à la crosse d'ivoire attaché à la ceinture. Pas de doute, il ne peut s'agir que de George Patton. Il dirige alors la 3e armée américaine qui est enlisée dans la région de Saarbrück, tout près de la frontière française. Il vient de déclarer aux autres officiers de l'état-major qu'il pouvait redéployer la moitié de ses 6 divisions d'infanterie sur le front des Ardennes, en seulement 48 heures. Il a le verbe facile, mais il a l'air sûr de lui. Eisenhower est incrédule. Cependant, l'offensive allemande des Ardennes est incertaine en ce 19 décembre 1944. La ville de Bastogne est pratiquement encerclée, avec près de 20 000 soldats coincés, et il faut que les renforts arrivent au plus vite. Il décide de lui faire confiance. Dans 3 jours, à l'aube du 22 décembre, Patton devra être à Bastogne avec au moins 3 de ses divisions. Je quitte la douceur de mon fauteuil pour me retrouver dans une tente froide. Nous sommes le matin du 22 décembre. Patton porte les mêmes habits qu'il y a 3 jours. Il a juste un petit casque rond en plus. L'offensive va débuter. Il jubile intérieurement. Il a réussi son pari, faire pivoter ses troupes pour contrer les Allemands sur le front des Ardennes. La pluie, le brouillard et la neige ne l'ont pas empêché de s'approcher de Bastogne en passant par le Luxembourg. Cerise sur le gâteau, c'est l'ensemble de ces divisions qui est prêt à passer à l'attaque et pas simplement la moitié. Je sens pourtant que son excitation n'est pas seulement liée au combat à venir, il y a autre chose, comme une revanche personnelle. Je parviens à lire ses pensées. Cette bataille pourrait être la grande bataille qui lui manque dans cette guerre. Bien sûr, il a déjà participé à la campagne nord-africaine, au débarquement de Sicile et à la percée de Lorraine. Mais il a manqué le grand débarquement de Normandie. On lui a retiré cette gloire. Il repense à l'origine de son éviction. J'entends cingler les coups qu'il assène à ces 2 soldats sur leur lit d'hôpital en Sicile. 2 soldats victimes de chocs post-traumatiques et qu'il a menacé de faire fusiller. Il ne regrette pas, il ne comprend toujours pas. Il a été mis sur la touche après cette affaire qui a divisé l'opinion publique et qui l'a écarté du D-Day. Pire, il a dû faire semblant de commander une armée fantôme pour tromper l'ennemi en faisant croire que le débarquement se passerait dans le Pas-de-Calais. Cette bataille doit être son heure de gloire. Il doit empêcher la plus grande offensive menée par les Allemands sur le front ouest depuis 1940. Briser le siège de Bastogne est symbolique, mais ce symbole est capital. Patton est prêt, c'est un homme de guerre, il a toujours aimé les combats. Il sort de sa tente et part motiver ses hommes avant la bataille, comme César en son temps. Il est respecté et sait trouver les bons mots, même s'ils sont parfois vulgaires. La bataille s'annonce
historique et incertaine. L'issue de la guerre en dépend. Il faut sauver les braves Américains assiégés par les nazis, ne pas mourir pour son pays, mais faire en sorte que les salauds d'en face meurent pour le leur. Ça fait 4 jours que cette immonde bataille a commencé. Depuis hier, il neige abondamment. La température est largement en dessous de zéro. Ce matin, un soldat n'a pas pu repartir au combat. Son pied avait gelé. Il a été amputé. Bastogne est désormais à portée. Nous gagnons du terrain. Heure après heure, mètre après mètre. Les combats font rage. Je suis avec une petite unité dans une forêt aux abords de la ville. Les soldats ennemis nous attendent. Hier, d'autres unités avaient essayé de prendre le bois, mais avaient été repoussées. Il faut que nous avancions, pour que nos tanks puissent libérer les hommes coincés dans l'enfer de Bastogne. L'officier chargé de notre unité donne l'assaut. Nous nous élançons sur la neige. Les échanges de tirs sont nourris des deux côtés. Des hommes tombent. D'arbre en arbre, nous nous rapprochons des Allemands qui ne reculent pas. Notre commandant sort un couteau de sa veste. Il le tient dans sa main gauche, son pistolet dans son autre main. Les soldats l'imitent. Nous sommes trop proches pour nos fusils. Chacun est caché derrière un arbre ou un rocher. Je suis avec un jeune soldat, Carlson. Il a l'air tétanisé. Un autre GI le rassure du mieux qu'il peut. J'ai peur comme eux. J'ai peur pour eux. Le commandant avance en courant dans un nouvel assaut. Nous le suivons aussitôt. Il est fauché immédiatement par le tir d'un Allemand posté à quelques mètres de là. L'attaque se poursuit. Carlson avance, son ami avec lui. Un Allemand surgit derrière une grosse souche recouverte par la neige. Il est trop tard pour tirer. Les deux corps se touchent. L'ennemi n'est plus impersonnel. Il est soudain devenu un homme. Il est jeune, châtain, les yeux marrons. Carlson et l'Allemand se battent comme dans un combat de rue. Aucun ne prend véritablement le dessus. L'autre GI n'ose pas intervenir de peur de blesser son ami. Dans la neige, les deux corps glissent et s'étalent sur le sol. Par chance, je vois Carlson au-dessus de l'Allemand. Il lui assène un coup de couteau au niveau de la tempe. C'était tuer ou mourir. Du sang gicle sur son visage et son uniforme. Carlson s'allonge près de l'ennemi qu'il a tué. Le sol est gelé, mais il sue à grosses gouttes. Il tremble des pieds à la tête. Son ami l'aide à se relever. Il ne faut pas rester là. Nous continuons notre chemin vers la lisière du bois. Les autres soldats ont enfoncé les Allemands qui reculent fortement. Ils regagnent finalement les abords de Bastogne. Le combat est gagné, mais à quel prix ? Il faut maintenant tenir notre position. Les renforts seront bientôt là. Les chars de l'ennemi nous font face. Ils nous bombardent déjà. Un sous-officier installe une mitrailleuse et un engin d'artillerie pour leur répondre. Carlson est en train de l'aider quand un obus frappe un arbre gelé juste devant moi. Le tronc est coupé en deux. Il vacille, s'affaisse sur ma gauche et passe juste au-dessus de ma tête. Derrière moi, l'ami de Carlson a la tête arrachée. Carlson se retourne et s'arrête. Il recule et commence à errer. Il n'est plus avec nous. Le choc de la mort de son ami l'a coupé du monde. J'aimerais le rassurer, lui dire que ce n'est qu'un mauvais cauchemar. C'est pourtant sa réalité. J'entends ses cris résonner. Pordio a eu la tête emportée. Pordio a eu la tête emportée. Il s'appelait donc Pordio. J'ai rejoint la Jeep du général Patton. Le siège de Bastogne a été levé par les tanks de la 4e division blindée. La bataille a été un franc succès. Le général a déjà commencé la reconquête du nord de Bastogne. Nous nous arrêtons au village de Chenogne. Les bombes allemandes et alliées se sont abattues sur elle comme une tempête destructrice depuis le début de l'offensive. Il ne reste presque plus rien de la ville. Toutes les maisons ont été touchées. Quelques heures plus tôt, le général a eu vent d'un massacre de prisonniers allemands par ses unités. C'est pourquoi il s'est rendu sur place. Il ne tient pas à ce que ces unités commettent les mêmes crimes que ceux dont les Allemands sont accusés. Il espère pouvoir les cacher à la presse. Depuis l'incident des claques de Sicile, il ne la porte pas dans son cœur. Le général descend de sa voiture et part à la rencontre de l'officier chargé de l'attaque de Chenogne. Il veut comprendre ce qui s'est passé, même s'il s'en doute. Se venger de leurs frères d'armes massacrés de la même façon. Dans le village,
Des corps de civils et de militaires sont laissés à l'abandon au bord de la route. Comme tous les bâtiments, l'école a été détruite. Cependant, le tableau de la salle de classe est étonnamment resté debout. Une phrase y a été inscrite. Je décide de m'aventurer dans les débris pour pouvoir la lire. Une image me vient. Je suis le soir de Noël, au moment où les combats dans le village sont à leur paroxysme. Un officier allemand écrit sur le tableau « Que jamais le monde ne vive semblable nuit de Noël. Ravir un fils à sa mère, un mari à son épouse, un père à ses enfants, est-ce digne d'un être humain ?» C'est du tableau des ruines, du sang et de la mort que naîtra sans doute la fraternité universelle. Cette histoire vous a touché ? Alors il est temps de vous rendre sur le territoire de Land of Memory pour vous imprégner de cette aventure sur les lieux mêmes de son déroulement. L'itinéraire, le général Patton et l'armée américaine est à découvrir sur le site web landofmemory.eu pour visiter notamment le Shumansek, le bois de la paix ou encore le Patton Square.